de la Flare. J'ai 45 ans et depuis 5 ans, je souffre de ce que je sais être aujourd'hui une forme très sévère de spondylarthrite, qui est un rhumatisme psoriasique, de forme axiale, c'est-à-dire qui atteint la colonne vertébrale et le bassin, et de forme anthésitique. Je vous rappelle que l'anthèse, on vous l'a dit plusieurs fois, c'est l'endroit où le tendon s'attache sur l'os ou sur l'articulation. En 2003, je fêtais tout juste mes 40 ans, j'avais jamais eu mal au dos, j'étais très sportive, dynamique, vétérinaire installée. Donc j'avais un métier très physique et je déclenche tout d'un coup, enfin pas tout d'un coup, 3 semaines après une bronchopneumonie, des sciatiques bilatérales à bascule, un mal de dos infernal, une lombalgie. Alors premier généraliste, c'est rien, c'est un lumbago, bon, premier traitement, rien ne marche, corset, ça ne marche pas, rhumato numéro 1, qui m'envoie dans un grand CHU chez le chef de service de radiologie qui diagnostique une hernie discale. Donc 3 infiltrations plus tard, j'allais toujours de plus en plus mal, ça commençait à s'étendre dans les talons. Là, je suis envoyée faire une infiltration sous scopie. C'est-à-dire que là, on se demande, il y avait un doute donc, de la part du médecin sur la qualité de cette infiltration, on va faire sous scopie. Et là, je vais chez un ami d'enfance qui me dit, pourquoi tu viens? Ben, je dis, parce que j'ai une hernie discale. Il me dit, non, pas du tout. Il n'y a rien de mécanique, laisse-moi ton dossier 48 heures, je te dirai ce que j'en pense lundi. Lundi, Valérie, il n'y a rien de mécanique. Je vais voir un interniste, numéro 1. Il m'examine 2 secondes le dos. Vous êtes déprimé? Évidemment, j'avais une mauvaise mine, ça faisait quand même déjà 6 mois que je souffrais. Alors, non, je ne suis pas déprimée, je ne suis pas dépressive, non, j'ai mal. Vous êtes fibromyalgique. Alors là, succession d'antidépresseurs, anxiolytiques, la maladie continue à évoluer, moi je vais de plus en plus mal, et puis en plus je ne supporte pas du tout les antidépresseurs. Alors là, je vais voir un deuxième interniste, et il m'hospitalise, là j'ai le droit à la ponction lombaire. Parce qu'entre-temps, j'avais des douleurs on vous en a parlé, dans les ceintures scapulaires musculaires. Et alors là, vu que je suis vétérinaire, je décide de me rendre à la librairie médicale de l'Odéon, d'acheter la Bible de la rhumatologie et de me renseigner par moi-même. Et je regarde à la rubrique sciatique et je vois que quand on a une sciatique bilatérale, à bascule, sans antécédent du tout de mal de dos, que la sciatique est tronquée, comme c'est mon cas, c'est-à-dire qu'elle ne descend pas jusqu'en bas de l'orteil, on a toutes les chances d'avoir affaire à une cause autre qu'une cause mécanique, c'est-à-dire de l'arthrose ou une hernie discale. Alors là, le copain il m'envoie chez la rhumatologue numéro, je crois, 3. Il a HLA-B27 positif, elle fait une enquête familiale. Mon frère, en fait, avait la spondylarthrite ankylosante. Maman avait eu un rhumatisme articulaire aigu enfant. Tout le monde avait le HLA-B27 positif, sauf papa, mais qui avait quand même du psoriasis, et une seule de mes cousines. Donc on a enquêté sur tout le monde, on a fait les HLA-B27 sur tout le monde. Et là, alors, le bonheur, je suis envoyée en service rhumato-parisien, prise en charge, une succession d'anti-inflammatoires qui marche, mais de façon courte dans le temps. Et fin 2005, suite à la première AMM, l'autorisation de mise sur le marché d'un des premiers anti-TNF alpha de biothérapie, je suis enfin mise sous biothérapie, et là, miracle, tout va bien, et ça dure 9 mois. Je rechute par une anthésite du coude. Donc l'anthèse, hein, c'est l'attache du tendon du bras sur le coude. Avec ce qu'on appelle une ténosynovite, c'est-à-dire une inflammation de toutes les gaines dans lesquelles coulissent les tendons. Donc je l'ai complètement enflé, je peux plus bouger mon bras droit, donc c'est pas grave, je suis gaucher. Et on m'infiltre et on décide qu'il faut arrêter absolument tout de suite la biothérapie, parce que ça ne marche pas. Alors là, évidemment, ça flambe, mais surtout, le doute s'installe. Le rhumato commence à penser que j'invente mes douleurs, parce que je ne suis pas tout le temps défigurée. J'ai eu le malheur de me maquiller ce matin. Et il m'envoie chez une psychiatre 2 fois par semaine, psychothérapie, pendant 1 an et demi. Dans la famille, c'est pareil, mon père, ma mère, mon mari, mon fils qui était alors âgé de 15 ans,
d'août. Hein, mes enfants avaient 18 mois, 3 ans et à peu près 12 ans quand ça s'est déclaré. Donc toutes ces années un peu perdues. Et là, je commence à avoir des douleurs vraiment partout. C'est-à-dire de la première cervicale à la dernière lombaire, le bassin, les sciatiques, les coudes. Et il m'arrive une enthésite du coude gauche. Je suis obligée d'arrêter de travailler. Métier qui est une passion d'enfant depuis l'âge de 7 ans. Sans aucune couverture juridique ni sociale, puisque je n'ai pas de diagnostic alors qu'il est. Puis un soir, j'entends mon fils et mon mari discuter entre eux et dire que je suis devenue folle. Et j'ai tenté de mettre fin à mes jours, et je dois la vie vraiment qu'à mon fils et à sa force phénoménale. Mais bien sûr, je suis hospitalisée dans un CHU de psychiatrie ce coup-là. Et le chef de service, lui, est bien décidé à prouver que mes douleurs ne se rapportent pas à la spondylarthrite, mais à une origine psychosomatique. Il a donc coupé tout le traitement instauré. Méthotrexate, il y avait un peu de morphine, il y avait de la cortisone, il y avait les anti-inflammatoires, tout arrêté du jour au lendemain. Ça a flambé. On m'a laissé 3 jours. C'est ma maman qui est montée dans les GEPA chercher le rhumatologue qu'on me promettait depuis 3 jours. Pour se venger, il a interdit les visites à papa, maman, mon mari et mes enfants. Il n'était pas content du tout, le monsieur, parce qu'elle a confirmé une forme sévère. J'avais une atteinte du sternum et des dorsales, donc j'avais beaucoup de mal à respirer. J'étais complètement courbée en deux, avec impossibilité de me redresser. Je ne pouvais plus du tout me redresser. Et elle a réinstauré, ordonné qu'on réinstaure le traitement. Alors, je me suis un peu échappée de l'hôpital pour aller passer mon IRM de contrôle du coude gauche, parce que je suis gauchère. Et ça ne s'était pas réparé. Et quand je suis revenue, le même psychiatre me dit « Mais mon Dieu, il faut voir un chirurgien tout de suite ». Je n'ai pas été très gentille, je l'avoue. Je suis partie. Et j'ai décidé surtout de tout arrêter en me disant « Je vais faire positiver cet IRM qui est tout le temps négatif sur le sacro-iliac. Je vais faire positiver un examen. » J'ai donc tout arrêté. En ayant changé de généraliste, j'ai pris... Il m'a mis sous morphine, il connaissait bien la spondylarthrite, il sortait de Cochin. En fait, il avait été interne et spécialiste, et puis il est revenu en arrière pour faire de la médecine générale, et j'ai eu la chance qu'il passe par le service de rhumatologie de Cochin. J'ai pas réussi. Évidemment, vous avez vu la présentation de Maxime Brébant, je fais partie des 60% qui sont dans les moins de 10 ans d'évolution, donc je n'ai pas réussi à positiver l'IRM sacro-iliac. Par contre, j'ai bien fait flamber mes anthèses et mes anthésites. Alors, mon mari, pendant ce temps-là, qui a une agence immobilière, me parle d'une de ses clientes qui vend et achète un appartement. Il me dit « Tu connais Madame Préban, elle prétend que son fils est quelqu'un de très spécialisé dans la spondylarthrite ankylosante. » Je dis « La maman de Maxime Préban ?» Il m'a dit « Oui, c'est ça, c'est bien ça. » Donc, elle est intervenue très très vite. Et là, j'ai eu un rendez-vous en 15 jours. J'ai vu pour la première fois un rhumatologue avec un maître de couturière. J'ai été vraiment examinée. Mon IRM était toujours aussi négatif, donc ça ne semblait pas la choquer. Donc mon IRM, ça lui était égal. Les anthèses, par contre, ça lui était pas égal du tout. Et elle les a échographiées et elle m'a dit, mon Dieu, et donc j'ai été hospitalisée d'urgence, remise sous biothérapie, elle s'est battue. Elle a trouvé le bon produit, la bonne dose, et puis 3 mois plus tard, j'étais carrément à cheval en train de faire l'obstacle. Et j'échappe aujourd'hui au traitement, mais Maxime Brébant nous l'a dit tout à l'heure, j'ai un autre anti-TNF qui va être mis en place la semaine prochaine. Je ne souffre pas parce que je suis sous morphine, on ne me laisse plus souffrir. On reconnaît que les douleurs que j'ai sont bien affectées à la spondylarthrite et non pas à une dépression quelconque. Voilà. D'abord, il existe des solutions pour objectiver la douleur. S'il existe des tests dans la spondylarthrite ankylosante, ce sont des questionnaires en fait, que l'on remet aux patients qui jugent eux-mêmes de leur maladie et de leur évolution, de la perte de leur fonction, de leur douleur. On leur demande à eux. Ce sont que des questions. Pouvez-vous vous baisser? Pouvez-vous attraper un stylo par terre? Pouvez-vous soulever quelque chose? Où situez-vous votre degré de douleur? Dans le bout, Voilà, le deuxième qui arrive.
Voilà. Où situez-vous votre degré de douleur entre absent et extrême? Et ça doit pouvoir exister pour n'importe quelle maladie douloureuse. Il y a des documents et on doit pouvoir s'en servir, on doit pouvoir évaluer la douleur du patient. Alors, comment, au XXIe siècle, on est en pleine décennie, soi-disant, des os et des articulations, en pleine évolution de la prise en charge de la douleur, on nous en a parlé toute la journée, comment on peut laisser, puisque ça s'est déclaré en 2003, un patient souffrir à ce point. Alors, si on dit qu'on a mal sur un ton normal, habituel, dynamique, si on a le malheur d'être maquillé, on est psychotique, et si on le dit avec une mauvaise mine et on est fatigué, on est dépressif. Et alors là, on est peut-être fibromyalgique. Alors, je ne sais pas, mais je pense qu'il faut instaurer des solutions. Je pense qu'il y a deux solutions qui se présentent à nous, qui sont, je pense, la formation médicale continue obligatoire, parce que c'est pas normal que certains médecins soient à la pointe et d'autres à la queue. On entend encore dire aujourd'hui, la spondylarthrite ankylosante, c'est pas grave, hein. Puis c'est une maladie de l'homme jeune, ça peut pas atteindre la femme. Je l'ai entendu et réentendu. Alors, je voudrais vous présenter un autre programme qui a été fait en collaboration avec le laboratoire Pfizer et avec le professeur Liana Euler-Ziegler, qui est notre ancienne présidente et présidente de la Société française de rhumatologie aujourd'hui. Alors, c'est un plan qui s'appelle le plan patient partenaire, Partner Spasm, qui a été donc instauré par Catherine Bécoud chez Pfizer, que je remercie si elle est dans la salle, avec Liana Euler-Ziegler, qui consiste à dire que le patient est complètement expert de sa maladie, qu'il se connaît mieux que tout le monde, et c'est vrai aujourd'hui. On est à l'ère d'Internet, donc les patients se renseignent, ils savent parfois mieux ce qu'ils ont que leur médecin, malheureusement. Et ils sont formés à la pédagogie, à la déontologie, et puis à la théorie de leur maladie, parce qu'eux n'en connaissent que le vécu et la pratique. Et ensuite, ils sont envoyés vers des CHU, où ils sont patients formateurs pour des groupes de 5-6 élèves qui se trouvent en cycle médecine générale, c'est-à-dire presque en 7e année. Bon, il y a 70 CHU impliqués, je crois qu'il y a 11 en France, 4 à Paris. Combien de pays en Europe il y en a? Toute l'Europe du Nord et l'Angleterre qui joue un rôle important. L'Europe du Nord et l'Angleterre qui jouent le rôle le plus important. Alors ça, c'est le futur. Ça, à mon avis, c'est un plan qui doit être absolument étendu à toutes les autres pathologies, et pas qu'à la polyarthrite rhumatoïde. Mais bien sûr, ça coûte de l'argent. Mais qu'est-ce qui coûte le plus d'argent? Les gens qui attendent 10 ans avec 12 000 IRM, scanners, consultations et produits divers et variés, ou le coût de quelques patients qu'on pourrait former pour qu'ils soient formateurs de médecins et bons formateurs, je pense. Côté patient, bien sûr, il faut s'informer. Et côté le patient, qu'est-ce qu'il recherche? Il ne cherche pas à être plaint, il ne cherche pas à gêner, il cherche à être compris. Et pour ce faire, il a besoin d'être écouté, mais sûrement pas par un membre de sa famille, sûrement pas par son mari, sûrement pas par ses enfants, sûrement pas par ses parents. Il a besoin d'une écoute. Et s'il ne la trouve pas chez le médecin, eh bien, il revient vers nos associations. Et nous avons donc ouvert à la FLAR un numéro vert 0810 42 02 42. On ne vous donnera pas de diagnostic, on ne vous donnera pas de traitement, on ne vous donnera pas d'avis médical, mais on sera là ou pour vous écouter ou pour vous aiguiller vers le CHU le plus proche de chez vous et le plus compétent pour votre problème. Voilà, merci.